Quand l'épidémie de coronavirus a commencé, les courbes se sont faites menaçantes. Il fallait faire quelque chose. Lorsque cette vague est arrivée épidémique, j'ai été contacté par le ministère de la Santé pour essayer de réfléchir à déployer rapidement une solution digitale, autrement dit une application, pour aider à la prise en charge de cette épidémie. Donc c'était un peu un apprentissage sur le tas. Et donc en quelques heures, on a réuni à peu près une cinquantaine d'experts parmi nos amis. C'est vraiment une application citoyenne. Et on s'est dit, on va essayer de faire une application pour que les citoyens qui sentent qu'ils ont des symptômes, en fait, puissent être pris en charge de la meilleure façon qui soit et n'aient pas tous à appeler le 15. Dès que quelqu'un avait de la fièvre ou une toux, il appelait le 15. De sorte que lorsqu'on avait un infarctus, on pouvait attendre 2 à 3 heures avant d'avoir quelqu'un qui décroche. Et finalement, cet outil dit de triage, en tout cas des symptômes, a été développé en l'espace d'1 semaine, là où d'habitude on met 1 an. L'utilisation est très simple, il suffit de répondre à des questions. Selon vos symptômes et vos antécédents, l'application vous conseille soit restez chez vous et surveillez-vous, soit consultez votre médecin ou trouvez-en un sur la plateforme de téléconsultation, soit, en cas de symptômes graves, appelez le 15 pour être pris en charge par le SAMU. Donc voilà, c'est assez simple, mais ça vous donne une prise en charge précise. Il n'y a pas de flottement, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est soit on est auto-surveillé, soit on appelle le médecin généraliste ou on a une plateforme de téléconsultation, soit on file aux urgences après un appel au 15. Et puis surtout, ça a permis de réduire les appels au 15 inutiles. Ça les a même divisés par 8. Donc évidemment, ça a évité la saturation du 15 lors de cette vague épidémie. Pas mal. Et comment ça marche ? On a cherché tous ensemble les publications des Chinois qui nous indiquaient les premiers symptômes à surveiller. On avait listé en fait tout plein de symptômes que les utilisateurs, en se connectant à Internet, pouvaient donner. Et puis on a construit un algorithme qui permet d'orienter en fonction des symptômes, des antécédents aussi des utilisateurs. Et le tout en pro bono, gratuitement. Tout le monde a travaillé gratuitement dans cette affaire pour mettre cet outil à disposition en 1 semaine. Et on est arrivé maintenant à 14 millions d'utilisateurs, ce qui est l'application de loin la plus utilisée en France et même en Europe. Et ce qui est important, c'est qu'elle est anonyme et elle est sans tracking. Il n'y a pas de recueil de données personnelles. La confidentialité et la sécurité sont donc garanties, ce qui évacue les principales craintes des citoyens. Et finalement, les gens se sont vraiment pris au jeu, ont eu confiance, et c'est quelque chose qui a beaucoup mieux fonctionné que les applications de tracking, puisque là aussi, il n'y avait pas de tracking. Et elle a eu surtout des résultats pertinents qui ont été publiés dans des revues scientifiques internationales, donc qui ont prouvé son efficacité. On pouvait anticiper de 10 jours le pic des hospitalisations à partir du pic des utilisateurs qui déclaraient avoir une perte d'odorat, tout simplement. Donc un service rendu, mais en échange, une donnée de santé qui a été utilisée à des fins de recherche, tout en restant anonymisée et sans tracking. Ce type d'outil peut être utilisé à très large échelle, très rapidement. Alors que jusqu'à présent, on pensait que les applications, c'était un peu du gadget, y compris pour calculer sa taille, son poids, est-ce qu'on est gros, est-ce qu'on n'est pas gros. Non, là, sur des sujets très importants, très sérieux, les gens font confiance à ce type d'outils. Ce que ça apporte aussi, c'est que si on a une autre vague épidémique ou avec une autre maladie, ou même le même virus, mais qui muterait et donnerait d'autres symptômes, il sera très facile de refaire la même chose, en fait. On pourra très vite s'adapter. Tout aussi simple, une autre application répond à un besoin immédiat du public. Tout est parti d'un tweet d'Olivier Véran, donc le ministre de la Santé, un samedi matin, disant « Attention, il y a des premières données qui font penser que lorsqu'on a des symptômes de Covid-19, il ne faut pas prendre certains médicaments qui sont les anti-inflammatoires et également les corticoïdes, parce qu'il y a des données qui commencent à montrer que ça pourrait aggraver les symptômes. » Quand j'ai vu ça, j'ai su tout de suite que certes c'était une bonne information, mais que pour beaucoup de gens, c'était des mots qui étaient compliqués, anti-inflammatoires et corticoïdes, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, et que donc ça allait potentiellement créer 2 choses.
Le premier, c'est que des gens allaient continuer à prendre ces médicaments parce qu'ils n'avaient pas la bonne information. Et la deuxième, c'est que des patients, comme par exemple des asthmatiques, allaient potentiellement paniquer et arrêter leur traitement de fond et que ça pouvait causer d'autres problèmes comme des crises asthmatiques. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de très rapide, de très simple et donner cette information à tout le monde. Et du coup, en moins de 72 heures, on a bâti ce site en collaboration avec 3 entités publiques qui ont été capables de me répondre pendant le week-end, de se mettre en ordre de bataille. Et le tweet était samedi matin. Le lundi à 14 heures, le site était live. Quelques heures plus tard, il avait déjà fait 100 000 connexions. Si vite? Beaucoup de youtubeurs rêveraient d'un tel succès. Ça fait des années qu'on travaille sur ces sujets, donc techniquement, on avait toute l'expertise et toutes les briques technologiques qui étaient déjà prêtes. La base de notre technologie, c'est d'avoir des algorithmes de traitement automatique du langage qui passent en permanence sur les différents documents qui décrivent le bon usage du médicament, donc pour avoir une base de connaissances qui soit toujours à jour. Et c'est parce qu'il y avait ce socle fondamental qu'on a pu aller très vite. Une autre clé de ce succès est la simplicité. Il suffit d'entrer le nom du médicament, de cliquer 2 cases pour préciser sa prescription et son usage, et hop, vous savez immédiatement, en cas d'infection, si son utilisation comporte un risque, si vous devez vous rapprocher d'un médecin ou d'un pharmacien, ou si, pas de problème, vous pouvez prendre ce médicament. Donc c'est très simple, on rentre le médicament, 2 clics, et on a la réponse. Il y a un respect de la confidentialité qui est total, puisque on ne collecte littéralement aucune donnée personnelle. On ne sait absolument pas qui utilise le site. Tout ce qu'on sait, c'est quels sont les médicaments qui sont cherchés dans la plateforme. Donc on a pu avoir des informations et ça a servi au pouvoir public pour pouvoir adapter les messages et faire de la prévention. Ce site, il a fait plus d'1 million de visites et quasiment 800 000 analyses de médicaments. Donc on a vraiment permis de désengorger les appels au SAMU, on a permis de désengorger également les numéros des médecins généralistes, donc ça a eu un impact logistique fort. Et puis le deuxième impact, c'est qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'alertes qu'on appelle rouges, émises pour dire non, ne prenez pas ce médicament, il est à risque d'aggraver vos symptômes. Et là, on ne peut pas le quantifier, mais on peut imaginer aussi qu'on a évité des hospitalisations et qu'on a évité que des patients justement s'aggravent. C'est super parce que c'est un succès collectif, encore une fois, avec une collaboration très saine, publique-privée, et ça a très concrètement permis d'aider un peu moins d'1 million de Français. Donc je trouve que c'est que du positif, c'est super. Voilà, moi je suis ravi. On parlait du numérique en santé depuis des années déjà. Lors de la crise qu'on est encore en train de traverser, on a pu voir que, comme prévu, il y avait des choses qui servaient à rien, mais ça, c'est pas une surprise. Et il y avait des choses qui ont énormément servi. On peut parler de la télémédecine aussi, qui a été un recours énorme pour des millions de Français, littéralement. Donc on voit bien que il y a une utilité réelle de ces services aujourd'hui, qui ne sont pas là pour remplacer en aucun cas les professionnels de santé. Je pense que c'est de toute façon le futur. Et donc moi, je milite pour que ce soit co-construit entre patients, professionnels de santé et industriels, pour pas qu'on se retrouve avec justement des solutions 100% technologiques qui seraient un petit peu déconnectées justement des vrais besoins. En matière de santé, la création d'applications fait appel à des compétences variées. Je suis cardiologue, mais je suis également co-créateur et directeur de la plateforme médicale Covidom. Directeur de projet informatique à la PHP et je m'occupe de l'intégration de l'application. Je suis ingénieur de formation et actuellement data scientist pour la plateforme Covidom. Covidom, qu'est-ce que c'est? Covidom, ça a été une application créée en 8 jours par la PHP et surtout l'Union des professionnels de santé libéraux et qui a permis en fait de suivre les patients à domicile pour éviter que les patients, même pas très graves, en fait, aillent aux urgences ou chez leur médecin traitant en risquant d'encombrer le système à un moment où on est face à une nouvelle épidémie et qui peut toucher énormément de gens. Et c'est particulièrement important à l'occasion de l'arrivée de ce nouveau variant. Et en pratique, comment ça marche? Vous allez chez le médecin traitant, il confirme que vous avez une maladie de type Covid. À ce moment-là, il vous inscrit sur une application Internet. Ça lui prend moins de 2 minutes.
À ce moment-là, vous allez recevoir tous les jours 1 à 2 questionnaires en fonction de votre état de santé. S'il n'y a pas d'alerte, vous n'êtes pas rappelé, on ne vous ennuie pas. Si jamais il y a une alerte, vous êtes rappelé en moins de 5 minutes. Et vous pouvez comme ça, à ce moment-là, avoir un professionnel formé ou même un médecin 1 à 2 fois par jour pendant toute la durée de votre suivi. C'est donc une plateforme hybride qui s'adresse à la fois aux patients et aux professionnels de santé. Le patient, ça le permet de le rassurer. Grâce à ça, il ne va pas encombrer le système de santé et c'est la priorité. Si vous vous souvenez de l'Italie, première vague, les gens soignés sur les parkings, les gens qui mouraient devant l'entrée de l'hôpital. Et donc, on a pu éviter ça en France. Deuxième élément, ça a été surtout pour nous, pour les professionnels, pour savoir comment arriver à gérer nos patients. On a des données qui arrivent tous les jours, 2 fois par jour. Toutes ces données sont analysées en temps réel. Et c'est ce qui nous permet de donner les bonnes informations aux médecins comme Patrick afin de mieux aider nos patients. On a souhaité entrer dans une démarche open data et donc de publier des données de manière partielle et anonymisée sur la plateforme gouvernementale datagouv.fr. Quels sont les résultats de cette expérience ? On s'aperçoit que finalement, quand vous êtes dans la population générale en Île-de-France, vous avez le Covid, vous allez aux urgences dans 17,8% des cas. Quand vous êtes suivi par Covidom, vous n'allez aux urgences que dans 1,5% des cas. Vous voyez l'impact pour le service de santé, l'impact aux urgences divisé par 10. Plus de 95% des patients recommandent notre application dans un sondage. Pourquoi ? Parce que ces patients sont rassurés, ça baisse leur stress. Ils ont une réponse médicale qui ne va pas être en compétition avec celle de leur médecin traitant, mais finalement en adjonction, en addition. Et c'est ça qui est important. Nous ne remplaçons rien, nous fluidifions tout. Et c'est ça l'intérêt du système. Et vous vous dites, vous êtes chez vous, c'est le confinement, vous vous sentez isolé, stressé, pas bien. Eh bien, Covidom vous rappellera. Et je pense que ça, c'est un élément clé. Vous n'êtes plus tout seul. Et on a eu même des médecins généralistes qui étaient eux-mêmes malades et qui nous ont dit, quand je vois un étudiant en médecine qui m'appelle, j'ai les larmes aux yeux, c'est la première fois qu'on s'occupe de ma santé. Et donc, pour ça, Covidom, c'est une énorme réussite. Quelles sont les clés du succès de Covidom ? La grande particularité, c'est qu'on a mis dans notre équipe projet pour développer cette application des gens d'horizons différents. Tout le monde a travaillé 24/24 pour avoir très rapidement une première version. Et cette version, on la faisait évoluer tous les jours, au même titre que quand on a commencé, vous voyez, première réunion le 2 mars. Ouverture de la première plateforme, la première cellule le 9 mars. Vous imaginez en si peu de temps. Et ça a été cette logique de start-up, dont on parle toujours un peu, des fois avec un côté un peu hautain, des fois avec un côté un peu, on ne voit pas à quoi ça sert. Et bien ce côté, en fait, d'amitié, j'allais dire de se dire qu'on était tous à la barricade, tous, que ce soit des institutionnels, des ingénieurs, des médecins, il n'y avait plus la caste, le professeur au-dessus, les autres ailleurs. Non, on était tous dans la même galère et ça, c'est une aventure humaine exceptionnelle, exceptionnelle. On a même eu des patients qui sont venus taper à la porte en nous disant « Vous êtes occupé de moi, je voudrais aider. Vous êtes occupé de ma tante, je voudrais vous servir. » Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir 4000 volontaires formés à la télésurveillance, 4000 en Île-de-France, et qu'on a pu faire face. Et c'est ça qui a marché. Et que quelque part, quand on parle d'intelligence artificielle dans un truc très bizarre, eh bien, il faut se dire finalement, nous, ce qu'on veut, c'est le médecin augmenté. C'est-à-dire le médecin qui se focalise sur le soin et qui sait qui traiter en priorité, qui rassurer en priorité et surtout qu'est-ce qu'il a fait dans la journée. Et après l'épidémie ? Alors, évidemment, là, Covidom s'est focalisé sur le Covid. Ça a surtout montré l'intérêt de ce fonctionnement hybride, ingénieurs, data scientists et médecins. Dès à présent, un projet a été déposé par les professionnels libéraux, par l'AP-HP, pour justement utiliser ce qui a été mis en place dans cette architecture sur un nombre incroyable de pathologies, l'ensemble des pathologies, en disant finalement ce qu'il faut créer, c'est une plateforme unique qui permette aux patients d'être dans le même écosystème numérique. C'est-à-dire qu'encore une fois, en partant d'un élément qu'est le Covid, eh bien, ce qu'on espère, c'est changer, et ce dès l'année 2021. Donc, vous voyez qu'on n'est même pas dans le futur, on est dans le présent. La prise en charge, en tout cas en Île-de-France, des pathologies aiguës, respiratoires et chroniques de l'adulte et de l'enfant, également les chimiothérapies et également tout ce qui est la prise en charge autour des chirurgies digestives et orthopédiques. C'est vraiment un monde que je ne connaissais pas du tout avant. Donc c'est très intéressant, je trouve, de pouvoir relier des données médicales, donc c'est-à-dire mettre la data science au service de la médecine et donc des hommes en analysant des données qui ont vraiment du sens
dans le but, évidemment, d'aider ou de sauver des vies. Donc, énormément de données qui vont soulever également tout un tas de problématiques liées à la sécurité. La donnée de santé, c'est très particulier. Elle est soumise à des réglementations très strictes qui nous apportent beaucoup de complexité. C'est vrai que c'est très complexe. Par contre, c'est ce qui doit aussi nous rassurer. D'autant qu'effectivement, ça fait l'objet de nombreuses attaques informatiques auxquelles on doit faire face, malheureusement. C'est quelque chose dont je suis extrêmement fier d'avoir fait partie de cette aventure pour répondre à un besoin, une urgence sanitaire au niveau national et mondial. On a l'impression de faire un pas en avant à la médecine. On est passé à la médecine 2.0, on est passé à la médecine 3.0. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de contact humain ou de fracture numérique? En fait, on a mis de la substance, on a mis de la chair autour de ce concept. Nous faisons plus confiance aux patients parce que Covidom, c'est d'abord rendre le patient acteur de sa santé, c'est lui qui remplit ses données. Nous avons changé parce que nous pilotons les choses, nous n'attendons pas, nous ne réagissons pas, nous anticipons. Et voyez, dans Covidom, on a choisi d'avoir juste le contact téléphonique, ce qui finalement peut se faire partout. Et on me dit, oui, mais alors quand on ne voit pas le patient, est-ce que ce n'est pas une médecine au rabais? J'ai dit, mais non, quand on ne voit pas, on entend mieux, on écoute plus. Et c'est ça la chose importante. Et le but, j'allais dire, de la technique n'est pas de remplacer ce que nous pouvons faire, c'est juste de nous permettre de mieux le faire. Si on n'avait pas cet outil numérique généré par les ingénieurs, généré par les data scientists, jamais nous n'aurions eu assez de professionnels de santé pour rappeler les patients. Ça a permis de mettre en avant notre nécessité de ne plus garder la donnée pour soi, mais justement de la diffuser pour qu'on puisse aller plus vite. En Île-de-France, au début de l'épidémie de Covid-19, les hôpitaux ont dû réagir immédiatement. Donc on a été vite confrontés à un besoin de remontée d'informations, alors à la fois pour le pilotage de la crise de manière opérationnelle dans nos hôpitaux, mais aussi par rapport au suivi de l'épidémie à l'échelle nationale, donc savoir combien de patients étaient atteints du coronavirus en Île-de-France, à la PHP, savoir combien mouraient tous les jours, comprendre quels étaient les patients qui finissaient en réanimation, comment est-ce qu'ils étaient pris en charge, est-ce qu'on avait des indicateurs précoces de médicaments qui pouvaient fonctionner. Et c'est comme ça qu'on a été amené à travailler en très étroite collaboration avec l'équipe pariétale de l'INRIA et d'autres équipes de l'INRIA, et donc Alexandre Grandfort. Mon équipe et donc moi-même et un certain nombre de chercheurs de l'équipe pariétale Medinria dans sa globalité sont venus prêter main forte à l'équipe d'Elisa pour aider à la structuration des données, à aider dans cette remontée d'informations quotidienne. La PHP avait déjà initié une démarche il y a plusieurs années, on a commencé en 2015 à vraiment construire un entrepôt de données de santé, donc une sorte de grande base de données qui rassemble les données cliniques des patients qui passent dans nos hôpitaux, pour d'autres finalités que celle du soin, donc la recherche principalement, le pilotage de l'activité hospitalière et l'innovation. Donc on a pu s'appuyer sur cette initiative qui était déjà bien engagée pour constituer cette base de données qu'on a appelée Entrepôt données de santé Covid ou EDS Covid. Là, l'EDS nous a donné une plateforme assez unique et avec les outils qu'on avait l'habitude d'utiliser, du Python, des logiciels open source, des bases de données structurées sur lesquelles on a pu très rapidement être opérationnel sans être sur place, en travaillant dans une interface de programmation dans un navigateur. La difficulté était de gérer de plus en plus de données avec de plus en plus de complexité et toujours dans l'urgence. En termes quantitatifs, aujourd'hui, l'entrepôt de données de santé de la PHP, c'est les données d'environ 13 millions de patients. 13 millions de patients, c'est plus de 50 ou 60 millions de comptes rendus médicaux, de textes médicaux, des milliards de résultats de biologie, des millions d'examens d'imagerie, etc. Pour avoir les données presque en temps réel. Et derrière, une fois qu'on identifiait ces patients-là avec leurs résultats de biologie, récupérer toutes les informations qu'on avait à disposition sur eux. Donc pour certains patients qui étaient des patients qui étaient pris en charge à la PHP, on pouvait avoir un historique médical de plusieurs années. Donc très vite, on a vu l'effet, par exemple,
que les hommes étaient plus touchés que les femmes. On pouvait regarder les corrélations entre les indices de masse corporelle, on pouvait regarder les corrélations par rapport aux antériorités de prise de certains médicaments. Voilà. Le fait d'avoir pas juste la PCR, mais aussi le parcours patient avec Orbis nous permettait d'avoir des informations qui étaient extrêmement potentiellement très très fines. Quand on a commencé, on avait quelques milliers de tests PCR dans la base, donc on avait quelques milliers de patients à traiter. À la fin de la première vague, on avait plus de 100 000 patients dans la base de données. Donc, même les outils logiciels qu'on développait, ils marchaient très bien avec quelques milliers de patients. Et puis, tous les jours, il y en avait plus. Donc, les traitements prenaient de plus en plus de temps, mais on n'avait toujours que 24 heures pour traiter les données. Donc, il fallait être aussi agile dans les outils algorithmiques qu'on mettait en place pour être toujours capable de répondre à la demande quotidienne en un temps raisonnable. Maintenant, les questions qui se posent, c'est quel variant du virus on a, et quels sont les clusters qu'on va avoir à la PHP par rapport à ces nouveaux variants. Donc ça, c'est toutes des questions qui arrivent et qui sont à prendre en compte. J'imagine tout de suite qu'il va falloir rajouter une colonne dans la base de données qui dit quel variant c'est. Et là, j'imagine tout de suite tous les problèmes informatiques qui arrivent. Quand on change les schémas de données, ça casse les briques logicielles qui existent. Il faut les réparer aussi vite qu'on les casse. Et donc ça, c'est vraiment toute la difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut être hyper agile sur les outils logiciels qui permettent de faire ça. Mais est-ce que ce n'est pas justement là que l'intelligence artificielle peut être utile ? Alors, je sais qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle de nos jours. Donc moi, d'un point de vue recherche, ce que je fais, ce qu'on appellerait aussi de l'apprentissage statistique, du machine learning, qui est une discipline de l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que le traitement de données de santé passe aussi à la base de la saisie. Les saisies qui sont faites par des personnes différentes, avec des cultures différentes, avec des contraintes opérationnelles et des contraintes au quotidien qui sont importantes, qui fait que les données, elles sont collectées aussi, je dirais, le mieux possible, mais c'est jamais parfait. Un certificat de décès qui est émis le dimanche, mais le dernier événement de biologie est finalement rentré dans la base de données le lundi, et on se retrouve avec des gens qui ont des événements médicaux qui sont le lendemain de leur date de décès. Donc, c'est des choses quand vous programmez votre logiciel pour gérer ça, vous imaginez même pas que ça puisse arriver. Sauf que la réalité des données fait que ça se passe comme ça, et il y a des bonnes raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Si vous avez un programme qui considère qu'il ne peut pas avoir d'événement de biologie après le décès, le truc casse, quoi. C'était plutôt du coup mon équipe qui était focalisée sur ces aspects-là. Je ne sais pas si c'est intelligence artificielle, intelligence humaine, mais on n'aurait pas réussi à faire tout ça si on n'avait pas non plus eu des médecins qui étaient complètement impliqués dans toute cette analyse de données. Et donc, il y a eu quand même pas mal de médecins qui sont venus travailler à nos côtés. On n'aurait pas réussi sinon. On a tous notre jargon professionnel. Et donc là, il a fallu comprendre un peu tous les acronymes, comprendre les différents types de services hospitaliers. Il y avait un certain nombre d'informations qui étaient peut-être complètement évidentes pour un médecin, mais pour nous, qui ne l'étaient pas. Et donc, ça nous a amené à faire des contresens. Tous les jours, il y avait un cas auquel on n'avait pas pensé, qu'il fallait intégrer et gérer dans le traitement de données. Sinon, on avait des valeurs aberrantes, comme il suffit qu'il y ait un patient qui soit hospitalisé depuis 2 ans avec un dossier ouvert à la PHP pour que la durée d'hospitalisation moyenne, elle augmente, surtout au début, elle augmente de plusieurs jours. C'est quand même important de combiner la partie machine learning, traitement de données, avec la réalité de la pathologie et des prises en charge, quoi. Et comment connecter humain et digital ? Donc, on a une équipe qui fait beaucoup de logiciels open source. Donc, le cadre de notre projet, en fait, au niveau de Parital, elle s'appelait Scikit-EDS. Scikit-Learn, c'est un projet logiciel qui fait du machine learning qui est développé historiquement au sein de l'équipe Parital pour travailler en commun, quoi. Quand on a 10 personnes qui travaillent 15 heures par jour sur le même code, sans être complètement en train de se parler en permanence, la probabilité que les gens cassent ou tirent un peu la couverture dans un sens opposé des autres, c'est mécanique que ça arrive. Et voilà, c'est cet aspect-là qu'on a mis en place, histoire que quand on corrigeait un problème, on n'en créait pas deux, quoi. Voilà. Une autre difficulté est qu'il s'agit de données sensibles. Nous, on a pu s'appuyer sur justement sur le travail un peu de fond qui avait été fait sur la mise en place de l'entrepôt de données de santé, où on avait déjà la base de données et des dispositifs qui permettaient de pseudonymiser les données. Avec un serveur VPN qui nous permet de travailler avec une connexion cryptée de chez nous, de travailler sur les bases donc pseudo-anonymisées. En tout cas, si on avait dû se déplacer physiquement sur place à la DSI de la PHP pour travailler, je pense que ça aurait été très compliqué. Beaucoup de personnes ont été mobilisées. On est arrivé peut-être à 40
40-50 personnes de la PHP qui travaillaient sur le sujet. Et puis, on a eu quasiment 100 bénévoles qui sont venus nous aider. Une mobilisation, moi, je trouve assez colossale d'appui extérieur. On a eu des appuis d'entreprises extérieures qui ont soit mis à disposition des ressources, soit mis à disposition des personnels. C'était beaucoup, beaucoup de solidarité. Et moi, ce que je trouve, en tout cas à notre niveau, ce qui a été un peu un défi, ça a été d'être en capacité d'accueillir cette aide. Et c'était pas forcément évident. Au début, nous, on a un peu, je dirais, essuyé les plâtres sur tout, quoi. Et globalement, on a réussi à trouver je dirais, le point intermédiaire entre nos exigences pour travailler le plus efficacement possible par rapport à nos outils à nous et ce qui était concrètement faisable avec les ressources humaines. Et au-delà de cette épidémie, à quoi aura servi tout ce travail ? Pour nous, ça a été un énorme accélérateur, à la fois parce qu'il y a à peu près 60 projets de recherche qui sont lancés sur cette base-là et qui, du coup, des chercheurs qui voient un peu la manière d'aborder ces données de santé clinique, qui leur permet derrière d'étudier, tiens, moi je vais regarder finalement qu'est-ce qui s'est passé avec le cancer et les gens atteints de Covid, et les usages, même les outils qu'on a développés, et puis les collaborations qu'on est en capacité de mener maintenant. Un doctorant qui travaille sur un projet de recherche, c'est un projet de 6 mois à 1 an, donc on a des livrables vraiment à long terme, c'est vraiment la temporalité de la recherche, et là on s'est retrouvé dans un contexte où le livrable, c'était le lendemain. Donc, pour nous, c'était une vie un peu différente, mais qui était en même temps ultra stimulante. C'était sympa de se dire, il faut casser ce problème pour demain. Et puis, tous les jours, il y avait un nouveau problème. Et puis, on travaillait aussi entre copains, entre nous. Donc, je dirais un peu en mode commando, tous ensemble, en se serrant les coudes. Et pour moi, c'était une belle expérience à titre perso, quoi. Je pense que c'était une période à la fois très intense, mais aussi très gratifiante, parce que finalement, tout le travail qu'on fait, on voit bien qu'il a une utilité forte et que ça a du sens pour la prise en charge des patients, quoi. On avait l'impression vraiment de servir à quelque chose.